octobre 2019. Fomi Armstrong Sandagu TVN. Bonsoir Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us on the 8 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television. We are live from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon. Insecurity continued to worsen in Ebone, a locality in the Mongo division of the Littoral region after the bloody attack on the principal of government's bilingual high school Ebone and his family by armed young men. And in the southwest region of Cameroon, some students of government technical high school, that is a government technical teachers training college Akumba, have been graduated after going through difficulties to study in an Anglophone crisis-hit locality. We'll tell you more in this edition of the news. À la une de ce journal, un climat de peur règne à Ebone, dans le département du Mungo. Un gang de jeunes malfrats sème la terreur depuis des semaines. Des cas d'agression et braquage sont de plus en plus enregistrés. Les populations ont perdu le sommeil. Elles interpellent les pouvoirs publics. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Les populations d'Ebone vivent désormais la peur au ventre. Depuis des semaines, un gang de jeunes malfrats composé d'une demi-douzaine de jeunes sème la terreur depuis des semaines, multipliant des cas d'agression et braquage à main armée. Après l'attaque violente du proviseur du lycée bilingue d'Ebone, des individus armés ont cambriolé la mairie et sont repartis avec une somme de 3 millions de francs CFA. D'autres précisions dans ce reportage de Jacques Molon et de Kediara. Ebone fait de nouveau parler de lui. 2 jours après l'agression du proviseur du lycée bilingue d'Ebone, c'est au tour de l'hôtel de ville de subir les assauts d'un groupe d'individus armés. Près d'1 million de francs CFA et du matériel emporté sont à inscrire à l'ordre du bilan de ce énième braquage à main armée. Nous sommes partis du bureau le soir un peu tard, aux environs de 19h. Il se faisait même déjà nuit. Et le matin, on vient m'appeler pour dire que la mairie a été cambriolée dans la nuit. Bon, apparemment, les gardiens avaient été ligotés. Ils ont cassé presque toutes les portes des bureaux. Ils ont emporté un certain nombre de matériel, par exemple le groupe électrogène. Nous avions un appareil de projection dans la salle des actes qui est aussi parti. Pour le reste, c'est au niveau de chaque bureau que les agents vont faire l'inventaire. Selon des témoignages glanés sur place, c'est aux environs de 20 h ce mercredi que 6 hommes armés de poignards font irruption au centre de la mairie et tiennent en respect les 2 vigiles qu'ils vont prendre le soin de ligoter durant toute leur besogne. Une fois l'acte commis, ils vont enfermer les 2 hommes à double tour dans l'institution, jeter le trousseau de clés à l'extérieur, avant de prendre la poutre d'escampette. C'est le matin que les passants ont constaté, et à travers nos cris, parce qu'il faisait déjà jour. Ils nous ont brutalisés. Moi, particulièrement, ils m'ont frappé avec un morceau de fer ici, si bien que j'ai tourné la main ici par derrière difficilement. Je suis ici depuis le 1er 3 2011. Il n'y a jamais eu un cas comme celui-ci qui venait de se passer là. Cette autre agression, survenue peu de temps après celle du proviseur du lycée d'Ebone, jette une vague de froid au sein de la population qui en appelle désormais au renforcement des mesures de sécurité au sein de la localité. Nous commençons déjà à avoir peur parce que même pour notre sécurité, c'est pour cela que nous voulons lancer un appel aux autorités aussi bien locales que régionales pour que la sécurité au niveau de notre arrondissement soit renforcée, ne serait-ce que pendant cette période où nous avons l'impression qu'un gang rôde dans les parages. En attendant le résultat des enquêtes ouvertes par la brigade de gendarmerie d'Ebone, aucune info véritable ne circule sur l'identité de ces braqueurs.
Et dans la région de l'Est Cameroun, le cancique de Bertois est en pleine décrépitude. Insalubrité, vétusté des bâtiments ainsi que insécurité sont quelques difficultés portées à l'attention du nouveau directeur de la SIC. Le docteur Amadou Sardouna promet l'assainissement du cancique et donne 3 mois aux locataires insolvables pour se mettre en règle. Des précisions dans ce reportage de Benjamin Issam. Les locataires du cancique Beko de Bertois ne pouvaient pas louper l'occasion de s'adresser au nouveau directeur général de la Société immobilière du Cameroun. Dr Amadou Sardaouna a écouté quelques locataires sur les problèmes rencontrés au quotidien. Mon logement est actuellement coupé d'eau, le seul robinet est installé à l'extérieur parce que tout est cassé, tous les tuyaux font des fuites d'eau à l'intérieur. Nous sommes inondés. À chaque fois qu'il pleut, nous sommes inondés parce que les voies d'évacuation d'eau usée sont bouchées de part et d'autre. Outre la vétusté des logements et le manque d'assainissement, il y a aussi l'insécurité créée par certains logements abandonnés. Ils m'ont dit une insécurité totale. Donc mon voisin direct, il a déménagé et les aides ont poussé. Je crois que j'ai posé le problème au chef d'antenne. Les locataires des 101 logements sociaux du cancique de Bertois ne sont pas des exemples dans la solvabilité des loyers. Nous avons demandé l'engagement de nos locataires vis-à-vis de l'occupation de leur logement. Et puis l'État s'est engagé depuis des années à baisser les coûts. L'État ne doit pas être avachardé de tout le monde. C'est pour cela que nous avons demandé que tout le monde participe. Le constat est clair, 75% des logements SIC sont défectueux. La direction générale entend y remédier dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des locataires. Nous avons constaté qu'il y a trop de problèmes d'assainissement que nous comptons régler en faisant des études en début d'année. Et le problème d'entretien de nos locaux, c'est-à-dire que 70 à 75% de nos locaux sont défectueux complètement. Donc il y a de la matière à faire. Dr Sardaouna Amadou a aussi visité le chantier de 1000 logements sociaux où les travaux évoluent à pas de tortue. Et durant la cérémonie de son installation, le nouveau préfet de Yaoundé, 3e, a été appelé à gérer avec tact les mouvements d'humeur, maintenir l'ordre public et fédérer toutes les énergies pour le développement de cette localité. Jean-Claude Silla, le préfet du Fundi, lui a prescrit vigilance et efficacité dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Le reportage de Rodrigo Ngassi et Marcelin Gansop. On ne commande pas à Yaoundé comme on le ferait ailleurs. Le préfet du Fundi n'est pas passé par 4 chemins pour le dire au nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 3. En raison de sa spécificité et de sa sensibilité, le commandement d'une telle unité administrative, souvent secouée par des mouvements d'humeur, exige plus de tact de la part du chef de terre. Comme vous savez, quand il n'y a pas l'ordre, quand la paix sociale n'est pas préservée, point de développement possible. Nous avons insisté sur le maintien de l'ordre et vous verrez que dans la ville de Yaoundé, je vais prendre quelques exemples. Vous voyez ceux qui vont souvent à la primature, ceux qui vont souvent barrer les ex-employés des sociétés d'État qui vont aux finances, ceux qui vont au Minesec, au Minedup, c'est l'arrondissement de Yaoundé 3. Vous comprenez donc que le sous-préfet aura fort à faire pour gérer tous ces mouvements d'humeur. Yaoundé 3, en plus d'abriter les résidences de plusieurs personnalités de la République, est aussi le siège des institutions sensibles telles que les services du Premier ministre, l'Assemblée nationale, l'IRIC, l'Université de Yaoundé 1, l'ENAM et autres écoles nationales supérieures polytechniques. C'est donc d'un arrondissement pas comme les autres que vient d'hériter Biouélé Sall Serge Hervé. J'ai demandé au sous-préfet d'être encore meilleur qu'il ne l'a été sous d'autres cieux. Nous pensons que les conseils que nous lui avons prodigués vont être suivis des faits. Nous devons être vigilants, de jour comme de nuit, être sur la brèche pour que l'ordre public soit préservé.
totalisant 22 ans d'expérience, dont 19 dans le commandement territorial. Le nouveau sous-préfet de Yaoundé 3 a le bagage nécessaire pour ne pas décevoir les attentes. Le préfet a dressé les grandes lignes, a donné les orientations. Nous allons nous y atteler. Nous atteler dès les premiers jours à prendre le pouls déjà, comprendre la complexité de la situation dans l'arrondissement Yaoundé 3 et envisager les pistes de solutions là où il y a des problèmes les plus urgents à résoudre. Les forces de maintien de l'ordre, les responsables des services publics, les populations dans leur ensemble, tout le monde doit contribuer pour que les problèmes que nous avons à résoudre ici trouvent des solutions. Né en 1968, Biwele Sal Serge Hervé est à son 5e poste de commandement comme sous-préfet après Meganga, Sa, Eling Fomo et Soa. C'est donc un vieux routier qui hérite de l'arrondissement de Yaoundé 3, peuplé de quelques 350 000 âmes. Biwele Sal Serge Hervé, originaire du Oignon dans la région de l'Est, remplace Tim Nestor, muté à Garoua 2e. Et toujours dans ce registre, une dame à la tête de l'arrondissement de Lobo, Kega Kole Lolo, a été installée dans ses fonctions par le préfet de la Léquié. Entre autres défis qui l'interpellent, la maîtrise du droit foncier, la lutte contre l'insalubrité ainsi que le grand banditisme. Charles Melingui Aïe Cyril. Population de l'arrondissement de Lobo, voici votre sous-préfet. Une femme à la tête de l'arrondissement de Lobo, Kega Kole Lolo, a été installée dans ses fonctions par le préfet du département de la Léquié. Madame Lolo, t'es comment? Le premier défi que doit relever le nouveau chef de terre, c'est d'éviter de tomber dans le piège de son prédécesseur. L'ancien sous-préfet de Lobo, ainsi que le maire et le chef du village, tous incarcérés pour des faits liés à l'indemnisation des populations en vue de la construction de l'autoroute Yaoundé-Douala. En installant le sous-préfet dans ses fonctions, le préfet de la Léquié le rappelle fort opportunément. Madame le sous-préfet, ici plus qu'ailleurs, vous aurez grand besoin d'une bonne maîtrise du droit foncier et domanial, de la vigilance et de la perspicacité ainsi que du sens de la collaboration avec les forces de maintien de l'ordre mises à votre disposition pour emploi. D'une nouvelle génération d'opérateurs économiques se faisant appeler facilitateurs ou financiers qui s'investissent dans des projets d'immatriculation au nom des familles démunies et qui, loin de se limiter à l'exécution régulière de leurs contrats, se livrent à des manœuvres dolosives tendant en définitive à dépouiller les familles de leur patrimoine foncier et coutumier. Autre défi qui interpelle Kega Kole Lolo à la tête de l'arrondissement de Lobo, c'est celui de la salubrité. Le chemin qui mène à la sous-préfecture est tortueux, tandis que le bâtiment lui-même est dans la broussaille. L'hôpital est envahi par de hautes herbes, tout comme la maison du parti et d'autres services administratifs. La résidence que Madame le sous-préfet devra intégrer ne paye pas de mine. Bref, Lobo a mal à ses infrastructures. Le village n'a pas d'eau potable. La preuve, c'est à la rivière que les populations s'abreuvent. Si Kega Kole Lolo s'attaque à l'insalubrité à Lobo, elle ne devra pas oublier la grande criminalité qui a fait son lit dans cet arrondissement situé non loin de la capitale Yaoundé. Il s'agit notamment des criminels qui, après avoir opéré dans la capitale politique, cherchent refuge dans cette zone périphérique. Des entrepreneurs véreux qui s'interdisent d'exécuter les marchés publics dans les règles de l'art, sacrifiant la construction de notre pays à l'autel de l'enrichissement illicite et précoce. Que dire alors du chômage et du sous-emploi des jeunes? Un problème qui tient à cœur Sa Majesté Félix Tamba. Le chef du village tchèque par Lobo note également que la plupart des agents de l'État affectés à Lobo ne sont pas en poste. Les jeunes ont besoin du travail. Ils ont besoin de financement. Et jusque-là, on n'a pas encore reçu ces financements-là. La population s'est plainte que nous n'avons pas de médecins alors qu'on dit qu'il y a 3 médecins qui sont aussi. Les fonctionnaires qui sont affectés à Lobo
90% de la ville de Yaoundé. Lobo est traversé par l'autoroute Yaoundé-Douala sur 40 km. Malheureusement pour cet arrondissement, là où la route passe, le développement ne suit pas. Un gros challenge pour le nouveau sous-préfet Kega Kole Lolo, appelé à jouer la dame de fer. Et cérémonie similaire dans le département d'Union Ekele, région du centre, où les sous-préfets de Diban, Bondjok ainsi que Matom ont été installés à la tête de leurs arrondissements respectifs. Ils ont été appelés à travailler avec abnégation afin de veiller à la sécurité des biens et des personnes. La cérémonie était présidée par le préfet du département d'Union Ekele. Tout autre chose à présent, faire un plaidoyer auprès des pays de la sous-région Afrique centrale, les sensibiliser les communautés locales pour une préservation des espèces fauniques en voie de disparition à cause du braconnage. C'est l'objectif recherché par le Fonds mondial pour la nature en vue de faire face à ce fléau. Les experts venus de la RCA, du Gabon ainsi que du Cameroun se sont réunis à Douala. D'autres précisions dans ce reportage de Georges Mitterrandam et de Jean-Paul Jouignat. Premier bassin forestier d'Afrique, le bassin du Congo est aujourd'hui de plus en plus exposé au braconnage. Principale source d'un commerce illicite, des espèces protégées en voie de disparition dans les pays d'Afrique centrale qui couvrent le bassin du Congo. Et les membres des communautés locales sont utilisés parfois comme des chasseurs pour pouvoir aller commettre des actes de chasse, d'abattage des animaux. Mais il y a des trafiquants de profil plus élevé qui sont tapis dans l'ombre et qui malheureusement tirent le meilleur profit de la vente, du commerce de ces produits. Et justement, la République centrafricaine, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Gabon et la République démocratique du Congo voient chaque jour réduire leur faune sauvage. Le cas des girafes et pangolins menacés d'extinction. On fait d'abord allusion au braconnage d'éléphants pour l'ivoire et aussi au braconnage de grands singes. Notamment là, nous avons les bonobos, nous avons les chimpanzés, nous avons les gorilles de l'Est. Il y a le menace, par exemple, dû à l'espace même, c'est-à-dire qu'à la déforestation qui touche aussi les habitats où résident maintenant les animaux ou bien les espèces sauvages. Plus chez nous, après les événements qu'on a traversés, il y a beaucoup de circulation des armes et ça fait que les éléphants sont menacés dans leur écosystème. En réunissant les cadres de ces agences d'Afrique centrale, le Fonds mondial pour la protection de la nature WWF compte faire un plaidoyer auprès des États membres pour un renforcement de la législation et surtout engager la sensibilisation des communautés locales en vue d'une meilleure préservation des espèces fauniques menacées aujourd'hui de disparition. Le chapitre santé de ce journal à présent, une campagne de traitement pour éradiquer l'onchocercose dans le district de santé de Soa, c'est dans la région du centre. C'est à l'initiative du Centre de recherche pour les filarioses et autres maladies tropicales. Toutes les couches de la population sont concernées par cette action. Plus de précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop. Au village Akak, dans l'arrondissement de Soa, jeunes et adultes se prêtent volontiers au jeu. Depuis le matin, nous avons testé. On a eu 2 cartons rouges déjà. Donc, ils ne sont pas éligibles au traitement omectisant. On les a exclus. Ceux qu'on retrouve dans le registre, on les traite directement omectisant. Les nouvelles personnes qu'on ne retrouve pas ou qu'on doute d'eux, on les teste avant de les traiter. Et nous avons déjà, à cette heure, environ 35 personnes déjà traitées. Ce test dure au maximum 3 minutes et permet de mesurer avec précision le niveau d'infection par le parasite Loa-Loa, responsable de la maladie loise, un filaire à la dangerosité établie. C'est l'oiscope qui montre la charge filarienne. Il y a carton rouge, ça veut dire en dessus de 20 microfilets. Il y a le carton jaune, ça veut dire entre 8 000 et 20 000. Et le carton vert, c'est en dessous de 8 000. On traite ceux qui sont en dessous de 20 000 microfilets. Il y aura un autre traitement approprié pour ceux qui sont carton rouge. La stratégie innovante, test en trite, en français, tester et traiter, est mise en œuvre par le Centre de recherche sur les filarioses et autres maladies tropicales en vue de tordre le cou à l'onchocercose. La campagne Test and Treat a commencé lundi pour ce qui est des traitements. Elle s'étend sur environ 2 mois de traitement et tout le monde est ciblé de 5 ans
plus de 100 ans. Nous avons commencé par l'aide de santé de Tigmelen hier et jusqu'à présent les taux de couverture sont moyennes de 50%. La campagne en cours va couvrir les 6 aires de santé que compte le district de santé de Soa. Les communautés sont mises à contribution pour atteindre le maximum de personnes. Depuis que nous avons engagé le combat pour éliminer l'onchocercose, certaines zones du pays qui étaient considérées comme hypo-endémiques n'étaient pas traitées. Donc c'est toute première fois que nous allons commencer à traiter les gens de Soa dans le contexte d'élimination. Parce que le traitement ici avait des problèmes avec la co-endémicité avec la Loise. Les gens étaient susceptibles de faire des effets secondaires graves qui pouvaient faire des dégâts graves, donc ils n'étaient pas traités. Mais maintenant, dans le contexte d'élimination, comme je vous l'ai dit, nous voulons traiter tout le pays si on veut atteindre l'élimination de l'onchocercose d'ici l'an 2025-2030. L'onchocercose, maladie parasitaire, encore appelée cécité des rivières, à cause des troubles sévères de la vision qu'elle occasionne, est toujours présente dans de nombreuses aires de santé de la région du centre. Son éradication impose un traitement régulier. Le renforcement des capacités des personnels de santé de Soa obéit à cette logique. On ne le dira jamais assez. Prévenir vaut mieux que guérir. Et la sécurité sociale telle que pratiquée au Cameroun comporte des limites. C'est le triste constat effectué par la société civile qui note qu'elle ne prend pas en compte le volet santé des contribuables. Elle exige donc de ce fait l'expérimentation d'un nouveau mode de couverture sociale plus expérimenté pour le Cameroun. D'autres précisions avec Joël Essengay et Cyril. La sécurité sociale au Cameroun, telle que pratiquée par la CNPS, à la lumière du décret de 2014, est en débat à Yaoundé. Depuis le décret de 2014, tous les travailleurs peuvent être affiliés à la CNPS. Tous les travailleurs indépendants, on les appelle souvent de manière générale les bayamselam, les commerçants, les callboxers, les cultivateurs, tout le monde peut être affilié à la CNPS. Et ce n'est plus aujourd'hui l'affaire de ceux qui relèvent de l'assurance obligatoire. C'est-à-dire qu'avec ce décret, vous avez la possibilité de vous faire immatriculer, de payer vos cotisations et demain, lors de votre 60e anniversaire, au lendemain de votre 60e anniversaire, de bénéficier d'une pension comme tous les autres. Mais ce dispositif, qui ne prend pas en compte le volet santé du contribuable, peine à convaincre nombre d'observateurs. La CNPS ne couvre pas les soins de santé de façon globale. La CNPS s'occupe vraiment d'un pan assez spécifique. Et au Cameroun, nous essayons de mettre en place ce qu'on appelle l'assurance santé universelle. Pour l'instant, cette assurance n'est pas encore opérationnelle. Aux yeux des experts, une nouvelle forme de couverture sociale pourrait être expérimentée afin de corriger les lacunes du dispositif en vigueur au Cameroun. Si la santé universelle dit que nous allons couvrir le paludisme, nous allons couvrir l'hypertension, le diabète, nous allons par exemple dire, ok, si le cancer n'est pas pris en compte, nous prendrons le cancer puisque tout ce que on aura fait ne sera plus pris en charge par nous-mêmes. C'est-à-dire nous serons toujours complémentaires. Notre objectif, c'est d'être toujours en avant-garde. Il est question d'amener les populations à prendre leur destin en main. Mais les spécialistes expliquent qu'afin d'éviter d'asphyxier les populations avec les cotisations, la sécurité sociale peut aussi être financée par des fonds issus de la lutte contre le tabagisme ou l'alcoolisme par exemple. L'objectif, je pense, est d'arriver à une couverture beaucoup plus large, comme sont les objectifs de l'OMS, c'est-à-dire que l'ensemble des risques soient pris en charge par la sécurité sociale sur base de cotisations qui sont versées et d'autres financements qui peuvent venir de façon alternative ou complémentaire sur, par exemple, une participation du tabac dont on sait qu'il n'est pas excellent pour la santé, bien au contraire, et que donc tout l'alcool aussi, et que l'on puisse contribuer de cette façon-là à financer les traitements de soins de santé en particulier. Vu comme un enjeu majeur de la lutte contre la pauvreté, la sécurité sociale qui intègre l'assurance maladie a été présentée au cours d'une conférence publique de la mutuelle IG à Yaoundé. Travailler avec honnêteté et combattre les pratiques déshumanisantes qui ont cours dans les formations sanitaires au Cameroun. Voilà quelques recommandations faites à la nouvelle cuvée d'infirmiers aides-soignants à l'Ouest Cameroun qui est arrivée en fin de formation. Ils ont reçu leur parchemin. L'éclair Sakem, reportage.
Les formations sanitaires au Cameroun ont mal dans leur chair. Mal des pratiques peu recommandables dont les solutions pour leur éradication restent un idéal rêve pour le bien-être de tous. Rançonnement des malades, détournement des patients des hôpitaux vers les cliniques, le marché noir concernant la vente des médicaments au sein des hôpitaux, la crise de confiance et le non-respect des usagers par certains personnels soignants sont quelques-unes de ces pratiques malencontreuses qui violent le serment d'Hippocrate. Des tarés qui détériorent considérablement l'image de la sécurité sanitaire au Cameroun. Il est urgent de changer la donne, comme le veut l'actuel ministre de la Santé publique, Malaouda Malachi. Ce principe de recommandation vient d'être donné à la nouvelle cuvée des infirmiers diplômés d'État et aides-soignants qui viennent de recevoir des parchemins de fin de formation à Bafoussam dans la région de l'Ouest. La vie à l'école, c'est terminé. Et c'est l'école de la vie qui commence. Ils entrent là dans une cuvée de professionnels médico-sanitaires, une nouvelle, et ils rentrent dans le monde de la santé publique à plein pied. Et ils doivent déjà savoir que pour être des bons infirmiers, il faut qu'ils aient l'État qui mène la profession, notamment les détournements des malades, les rançonnements des malades, les ventes illicites de médicaments dans les formations sanitaires. Je leur ai également donné le message de respect de la hiérarchie qui est très très important pour évoluer, quel que soit le secteur dans lequel vous vous trouvez. Après plusieurs mois de formation, cette cuvée a reçu de leur encadreur des rudiments nécessaires avec pour mission d'insuffler un souffle nouveau dans ce secteur névralgique de la vie sociétale, dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle. Nous sommes des enseignants habitués, formés. Si on a des difficultés, ce sont des légères difficultés en ce qui concerne surtout le matériel didactique. Quant au savoir, je pense que tous les enseignants de notre institution en possèdent. Une cuvée qui arrive au moment où l'on déplore également un manque criard du personnel dans les centres de santé des zones rurales. Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Viewers, thanks for joining us on the second segment of news. In the English language, we begin with news from the Mungo division of the littoral region of Cameroon, where the Ebone Council building in that part of Cameroon has been invaded by men of the underworld who made away with over 3 million francs CFA. The thieves broke into the council building 2 days after a bloody attack on the government's bilingual high school Ebonne's principal and the family. Immaculate Fogwe completes that story. 2 days after the bloody attack meted on the principal of Government Bilingual High School Ebonne and the family, insecurity continues to deepen in Ebonne. The most recent victim is the Ebonne Council of Lunako Subdivision, Mungo Division of the Littoral Region of Cameroon. 6 men of the underworld stormed the council building, brutalizing the security guards and later took them hostage. Avant-hier à 20h, nous étions aussi assis, moi et mon collègue. We were guarding the area when we noticed some 6 men encircling us. They took us into one of the offices and locked us up. Then we heard as they started breaking into the different offices. Quand ils ont fini de casser, ils ont pris la porte, ils ont fermé la porte par dehors. Nous sommes partis du bureau le soir. We left the office at about 7 p.m. I later received a call that bandits have broken into the council. Almost all of the doors of the offices were destroyed. I am really scared with all what is happening in our area. Je crois que nous avions un appareil de projection dans la salle des actes qui est aussi parti. The different attacks in the area has instilled fear in most of the inhabitants, causing them to question the role of security officials. Things that used to happen elsewhere have started happening to us. Few hours ago, the principal of GBHS Ebonne was attacked. Now it is the council. The situation is really causing us to panic. While waiting on the outcome of the investigations launched by security officers, the population of Ebonne think a lot has to be done by security officials so as to guarantee the tranquility of the population.
And over 40,000 children live without birth certificates in the Minawao refugee camp that's in the Far North region of Cameroon. Local sources say this is behind the low turnout of schools in the Far North region of the Republic of Cameroon. Parents, on their part, blame what they call the low and pending procedures along civil registry offices in the parts of Cameroon. More in the following report compiled by Hemin Iluga. In the Far North, North and Adamawa regions of the country, one of the greatest challenges for social insertion faced by the local population results from the lack of birth certificates. On several occasions, parents fail to have their children recognized on the civil registry. As a result, many of these kids do not enroll in schools, thereby increasing the high wave of illiteracy. The sad realities have been studied by junior deputies of the Minawao camp in the Far North region. We are fighting against the lack of birth certificate in our camp Minawao. So the birth certificate, first of all, it is the basic certificate of a child. It's a certificate that a child must have it. If the child is not having the birth certificate, the child may fail his or her exam. The child might not feel comfortable in the society. In a bid to address the issue of birth certificates, the junior deputies have embarked on sensitization strategies. We sensitize, we fight against the absence of birth certificate, and with the help of IMC and UNHCR, the parents have agreed, and then the parents are registering their children. We are still fighting against those who are not registering their children to have their certificate. They are on the way doing it. It is continuously going. Meantime, some parents in Mayo Chanaga of the Far North region decry the reluctant follow-up for civil documents at the level of local registry offices. The parent, for instance, says at times some of these documents like birth certificates take months to be provided, even when parents make efforts to request for their children. It's then a situation of in-depth work, which should be done at the level of administrative offices, as well as sensitization in local communities. The Higher Technical Teachers Training College, Kumba, has graduated its students. The combined third and fourth convocation ceremony took place this Saturday at the University of Buea campus, chaired by the Vice Chancellor of the University of Buea, Horace Manga. During the ceremony, it was revealed that these students went through enormous difficulties to complete their studies as a result of the crisis worsening in the northwest and southwest regions of Cameroon. In the following excerpt, the University of Buea Vice Chancellor and the Director of HTTTC Kumba urged students to be true ambassadors of the school. We are proposing to you an excerpt of the Vice Chancellor of the University of Buea and the Director of the Higher Technical Teachers Training College, Kumba. And of course, we shall be coming back to that except in subsequent edition of News on Equinox Radio. And meantime, we take you over to the northwest region of Cameroon, precisely in the Donga Mantung division, where a road scandal is said to be affecting some top officials in that part of Cameroon. This road concern is the Bebejama stretch of road that was accorded for construction by the government of Cameroon to a company worth 183 million francs CFA. Local inhabitants say the road construction company did not do work as it was supposed to be done. More in the following report. Mantung Road scandal number 1 is the Bebejama stretch in Messages subdivision, awarded by the government of Cameroon to be constructed for over 180 million francs CFA. From this junction, the right stretch leads to Bebekete, while the left leads to Bebejama village.
Locals present this stretch into Bebejama as what the enterprise in charge left for them after exhausting the over 180 million francs CFA, impassable for vehicles, and ended halfway into Bebejama. Bebejama villagers still carry things on their head over a long distance. Goods are taken from the enclaved village to this area to be taken to Kambe and the rest of Donga Mantun Division. Mr. Kambe Paul, the then Donga Mantun Divisional Delegate of Public Works, in 2018 said execution was well done by the Nia Enterprise, controlled by MJN Enterprise, and technical reception done accordingly. But the beneficiary community advanced a contrary report that caused the Donga Mantun Divisional Follow-up Committee for the Execution of Public Investment Projects to come in, petitioning the Prime Ministry and CONAC on what they call corrupt practices. It's true, I got it that CONAC who left on the end of Baminda called people to come and bribe so that they will go and give a report to the quarters are being. We heard about some who were being asked about 2 million francs in it all. When now people go bribe, so long as we are in this community and we are the people's representative, that project, either they will prove to us that this government is a corrupt government. And if not, then if we are here put by the same government, then they will listen to us. Whoever had given money anywhere, they will come to cause themselves to be blamed, but the right thing must be done. And that's why we must go back to the field again, like we have just agreed. Considering the amount concerned and the accusations, Equinox Television contacted a certain Mr. Emmanuel, CEO of Nia Enterprise, the company in charge of construction, who said he did his job accordingly as requested by the contract terms. An opinion partly concorded by the mayor of Misije Council, Samim Bata. First of all, I had two projects. One leading from Dumbu to Maikila, Baby German to Akwetok. So now I just made this other stretch, which was studied a priori, carried to Yaoundé and submitted at the level of the Ministry of Public Works. So that was approved and credit given. And the work was done as planned. So the mistake of thinking that it should have gone to Baby German proper is not founded because I could not have a rule living past that were already submitted before this one, and I will repeat it again. So the execution from the studies made and from the work plan as that was done, you will see I will have not much to blame. What I may see that is something a bit different from this, that it was not laterite, and they said that the amount could not permit putting laterite on the road. During the 10th July 2019 Divisional Participatory Follow-up meeting in Kambe, the Senior Divisional Officer for Donga Mantun Division said he had received 2 correspondence from the presidency and went further to say the Bebekete Bebejama road scandal involves respectable officials within and out of the Northwest region. The Divisional Follow-up Committee for the Execution of Public Investment Projects, working with the African Justice for Peace Association, has vowed that any corrupt or poorly executed project in Donga Mantun Division must be unveiled for justice to be done for the vulnerable community and peace maintained in a division already suffering the effects of the Anglophone crisis. The Cameroonian Marine has rescued some over 250 illegal migrants off the coast of Cameroon. They were rescued on their way to Gabon, as presented in the following report by Smart Njikangebru. There were over 250 passengers on board a canoe that was picked up traveling on the high sea by marine officials during a patrol. The majority of the passengers traveling on the canoe originated from West African nations like Senegal, Togo, Burkina Faso, Guinea, Mali, Niger, Nigeria, alongside Burundi and Gabon. These persons were en route to Gabon, where they say life will be more better than their former host nation. I try to travel because in my area there is no work. And I believe that if I reach Gabon, I will see a little work to succeed my family. Now only transport, I spent more to. If I reach Gabon, I have to pay for the people who carry us passport. They arrest us on our way, they come and block us.
It is as a result of the risk involved in traveling on the high sea with a canoe that marine officials mobilized 30 crew members of the Ntam ship to rescue the passengers on board the canoe. The operation that lasted for over 7 hours was led by the head of the Navy force. The Cameroon Navy ship intercepted the boat. The boats were very small and there were about 230 on board a boat. The Navy ship realized that the situation were very dangerous. We stopped the boat and take all the passengers who were on board. We took them on board the Navy ship. So they are now in the naval base, safe and secure. After this operation, the administration dealing with this matter will take control and do what is necessary for them. Within the 250 passengers on board this canoe, there were 89 women, with 74 coming from Togo, alongside a baby of about 3 years and 10 years, 14 from Benin and a Nigerian, while 161 were men. The rescue mission of the Navy falls in line with the fight against human trafficking, illegal immigration, and the protection of our territorial waters. All passengers on board the canoe are now at the Douala Naval Base for further investigation. That report brings us to the end of this bilingual newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. Wishing you a blessed stay in the company of programs on Equinox Television. Nadine Yambo, have a nice evening. Merci, famille Armstrong Sanda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.